profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai creusé une tombe pour 10 000 euros. J'ai terminé mes études secondaires il y a quelques années. Je vis toujours chez mes parents, mais j'utilise cette période à mon avantage. Ils ont la gentillesse de ne pas me faire payer de loyer, ce qui me permet d'économiser presque chaque centime que je gagne. J'espère pouvoir un jour créer une petite entreprise légitime et emménager dans mon propre appartement. Vous savez, le rêve américain. Aux grandes dames de mes parents, je n'ai pas d'emploi stable. Je préfère être bricoleur et être mon propre patron. J'achète et je revends des choses en ligne et j'accepte des petits boulots ici et là pour compléter mes revenus. Grâce aux médias sociaux et à Craigslist, je peux régulièrement tondre des pelouses au printemps et en été, ratisser des feuilles en automne et pelleter des allées en hiver. À terme, j'aurai assez d'argent pour m'acheter une voiture décente et toucher des clients en dehors de la ville, et peut-être même embaucher quelques laquais. Ce que je souhaite partager avec vous, cependant, c'est un incident qui s'est produit il y a presque 2 ans. Un incident qui me tient encore en haleine aujourd'hui. Au cours de ma première année d'activité, j'ai lancé un service de livraison de fleurs. Selon la saison, je cueillais des fleurs en ville ou les achetais au fleuriste local, puis je les livrais à la personne choisie par mon client. Même si ce n'était pas mon service le plus populaire, il me rapportait beaucoup d'argent. Vous seriez surpris de voir combien les gens sont prêts à payer pour courtiser un être cher avec des plantes. Pendant tout le temps où j'ai transporté des fleurs d'une personne à l'autre, je n'ai jamais eu qu'un seul habitué. Il s'appelait Red et était absolument amoureux de sa petite amie, Clara. Une fois par mois, je livrais une douzaine de roses à l'hôtel local où elle travaillait. J'avais beau y aller avec le même bouquet, elle était toujours surprise et ravie. Ils avaient vraiment quelque chose de spécial, ces deux-là, et j'étais heureux de faire partie de leur vie, au moins d'une certaine manière. Mais le mois de février est arrivé. Même si c'est mon petit boulot le moins populaire, je gagne un peu de terrain pendant la saison de la Saint-Valentin. En plus des clients supplémentaires, Red se met en 4 et me fait livrer 3 bouquets la semaine précédant la fête. Entre ces livraisons et mes services habituels, le mois de février me donne beaucoup de fil à retordre. Cette semaine de la Saint-Valentin a été un peu différente. Le jour J approchait et je n'avais pas reçu une seule commande de Red. En général, je ne m'attache pas à mes clients, mais j'aimais bien Red et Clara. C'est pourquoi j'ai décidé de le contacter. J'ai essayé de l'appeler, mais en vain. Rien que des tonalités et une boîte vocale. J'ai pensé à me rendre à l'hôtel pour interroger Clara, mais cela aurait empiété sur le reste du travail que j'avais prévu pour la journée. En l'absence d'options viables, j'ai simplement poursuivi ma journée en gardant un état d'esprit positif. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais j'étais sûr qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le lendemain, Red a rappelé. Il allait bien, mais il voulait me parler de quelque chose. De toutes les conversations téléphoniques que j'ai eues, celle-là est la plus étrange. Red n'avait pas commandé de fleurs parce qu'il s'apprêtait à poser la question à Clara. Il voulait que l'absence de cadeaux cette semaine-là la laisse perplexe et la prenne ensuite complètement au dépourvu le jour de la Saint-Valentin en lui demandant sa main. J'étais heureux pour eux, mais c'est alors que la conversation a pris une tournure inattendue. Red n'avait pas de bague. Il était riche et pouvait s'offrir tous les bijoux qu'il voulait, mais pas n'importe quelle bague de fiançailles. Il voulait la bague de sa mère, celle avec laquelle son père l'avait demandé en mariage. C'était la seule qu'il jugeait appropriée, la seule qui méritait d'être enroulée autour de son doigt. Il n'y avait qu'un seul problème, sa mère était enterrée avec. Puis vint la partie la plus étrange. Red m'a proposé 10 000 euros en liquide pour que je creuse la tombe de sa mère et que je récupère la bague de son doigt mort. Il a dit qu'il le ferait lui-même mais qu'il n'en avait pas le courage. Il ne pouvait pas se résoudre à profaner sa tombe de la sorte. Il n'était pas non plus très à l'aise avec le fait que je le fasse, mais il pensait vraiment que c'était la seule façon de faire sa demande en mariage à son grand amour.
Je l'ai supplié, vraiment. Je lui ai demandé d'aller dans une bijouterie digne de ce nom. Les femmes adorent les bagues brillantes et étincelantes. Mais hélas, il n'en démordait pas. Et que ce soit l'attrait de l'argent que je pourrais utiliser pour développer mon entreprise, ou le désir d'aider un ami désespéré dans le besoin, j'ai accepté le travail à contre-cœur. Je ne vais pas chercher d'excuses. Je sais que vous pensez que je suis fou de l'avoir fait, et c'est certainement le cas. Je le sais maintenant, et je le savais aussi à l'époque. Mais vous est-il déjà arrivé, en repensant à ce que vous avez fait dans le passé, de vous demander « Mais à quoi ai-je bien pu penser ?» Eh bien, c'est l'un de ces moments pour moi. Et on a beau essayer, on ne peut pas revenir en arrière et changer les conneries qu'on a faites. C'est une chose avec laquelle je vais devoir vivre. Sous la lumière de la pleine lune, je me suis rendu au cimetière à vélo. Même si la pelle qui dépassait de mon sac paraissait très visible, j'ai réussi à faire le trajet sans problème. Après avoir franchi les grilles noires de l'entrée, j'ai posé mon vélo et je suis parti à pied. Le cimetière était envahi par un froid d'hiver et un silence inquiétant. Mes pas traversaient l'air vif de la nuit, créant des échos qui dansaient d'une pierre tombale à l'autre. Je me retournais de temps en temps en me disant que c'était pour vérifier si des voitures passaient. Mais en réalité, j'avais peur des fantômes qui se cachaient dans l'ombre. Je n'y ai jamais vraiment cru, mais être entouré de centaines de cadavres enterrés au milieu de la nuit peut faire un certain nombre de dégâts sur votre psychisme. De plus en plus nerveux à chaque instant, je me dirigeais vers le fond du cimetière en toute hâte. Mon pas pressé fut bientôt entravé par un nouveau tas de marbre blanc, sur lequel était gravé le nom Abigail Grovewood, dans une police de caractère d'une élégance stupéfiante. C'était bien ça. C'était la mère de Red, là où il avait dit qu'elle serait. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Dans l'espoir de sauver au moins un peu la face, je dirais qu'à ce moment-là, ce que j'étais en train de faire me paraissait profondément répréhensible d'un point de vue moral. J'étais sur le point de vandaliser et de voler la tombe d'une inconnue décédée. Elle ne méritait pas cela, et je le savais très bien. Comment pourrais-je vivre avec moi-même en sachant que j'ai perturbé son sommeil paisible ? La réponse à cette question était simple, avec 10 000 € en poche. J'étais allé trop loin pour faire marche arrière, et j'ai bêtement pensé que c'était le meilleur moyen de poursuivre mes efforts financiers. Ah putain, que Dieu ait pitié de mon âme. L'ensemble du processus n'a pris environ que 6h30, soit un peu moins de temps que prévu. Je suppose que le fait de pelleter des allées chaque année m'a préparé à ce moment crucial, mais étrange, de ma vie. Une fois que tout a été dit et fait, j'ai regardé le cercueil en dessous et j'ai haleté abondamment. Malgré mon épuisement total, je n'avais pas de temps à perdre. Le jour allait se lever et je devais me tirer d'affaire avant qu'il ne recouvre le pays des morts. Vu l'étroitesse du trou, il était impossible d'ouvrir le cercueil par des moyens conventionnels. Pour ajouter l'insulte à la blessure de la pauvre Abigail, j'ai dû utiliser ma pelle pour briser l'étroitesse de son lit de mort. Finalement, j'ai profané tout le couvercle, ce qui m'a permis de récupérer l'anneau, quelle que soit la main sur laquelle il se trouvait. La victoire était à portée de main. Avant de prendre mon prix, j'ai regardé la femme que je m'apprêtais à voler. La vue de son cadavre était grotesque. Elle n'avait été enterrée que depuis environ 1 an, et sa chair n'était donc pas entièrement complètement décomposée. Elle reposait sur sa peau comme de la pâte sur un pilon mal cuit. Pour couronner le tout, des asticots rampaient sur chaque centimètre carré de sa surface. C'était écœurant. Alors que j'étais sur le point de dépasser les insectes mangeurs de chair et d'attraper la main d'Abigail, quelque chose de fou s'est produit. Il faisait sombre, c'est certain, mais je jure que je l'ai vu commencer à se redresser dans sa tombe. Le mouvement était subtil, mais suffisant pour que je le remarque. J'ai été surpris, mais il a fallu quelques secondes pour que je prenne conscience de la gravité de la situation. Lorsque cela a été le cas, j'ai été partiellement effrayé que j'ai quitté les lieux sans hésiter. Voilà l'essentiel de mon aventure nocturne. C'est un peu bidon, non ? Je me suis donné tout ce mal pour me dégonfler à la dernière minute. C'est pathétique, je sais, mais
Vous n'étiez pas là pour le vivre. En sortant du trou, j'ai cru sentir quelque chose frôler ma cheville. Peut-être les mains fragiles d'Abigail qui tentaient de me tirer vers la mort. En courant vers mon vélo, je l'ai imaginé sortant de sa tombe terrestre en me poursuivant sur la route jusqu'à ce que je sois inévitablement capturé. Ce fut la nuit la plus effrayante de ma vie. J'étais mort de peur et je me souciais ni de Red ni des 10 000 euros. Je voulais juste me tirer de là. Bien sûr, en arrivant à la maison, la logique s'est imposée et j'ai réalisé l'erreur de ma démarche. Il était tout à fait possible qu'Abigail soit aussi immobile qu'une pierre, et je pense seulement l'avoir vue bouger. Ce que j'ai senti contre ma cheville était plus que probablement des asticots qui rampaient le long de la jambe de mon pantalon. Ce que j'ai senti contre ma cheville était plus que probablement des asticots qui rampaient le long de ma jambe. J'avais laissé l'atmosphère sinistre du cimetière prendre le dessus sur moi, et j'avais perdu 10 000 putains d'euros et un bon ami. Mais ce n'était qu'une question de chance. J'ai failli y retourner, mais le soleil commençait à se lever. Je ne pouvais pas risquer d'être repéré et d'aller en prison, même si c'était une issue probable de toute façon. J'ai préféré m'apitoyer sur mon sort et ignorer les appels de Red pendant quelques jours. Très vite, mon vol raté a fait la une des journaux. Mais voilà, lorsque la police a découvert mon travail, quelque chose n'allait pas du tout. Le cercueil d'Abigail était vide.